Texworld, vous connaissez, mais je le répète quand même, et là nous sommes à côté de Leather World, qui est le salon dédié justement au cuir, aux matières alternatives et aux matières connexes, puisque c'est les trois mots que l'on emploie en général pour définir aujourd'hui ces matières de substitution ou ces matières qui fonctionnent les unes avec les autres. Pour parler de ce sujet de l'entretien, j'ai comme d'habitude demandé à des amis, des gens dont on respecte le travail, ce qui peut être la même chose d'ailleurs, bon, d'horizons différents, de nous rejoindre pour exposer un peu leurs problématiques et quelles sont les solutions, comment les ont-ils trouvées et comment ils y réfléchissent. Pour faire très court, et je ne vais pas vous présenter les uns et les autres, on va le faire en prenant la parole. À ma droite, Pascal Florent, Coffret. Qu'est-ce que fait le Coffret? Tout le monde le sait, mais en un mot, et après on discute. Alors, le Coffret, c'est le comité français de l'étiquetage d'entretien textile. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en support aux marques pour leur transmettre des symboles d'entretien et communiquer les instructions d'entretien aux consommateurs. On se passe. Alors, monsieur à côté de vous, c'est monsieur Bayard. Vous l'avez tout de suite reconnu, Marc Bayard, du Mobilier National. Vous savez comment bien. Et voilà Lily Latifi qui arrive. On va te donner une chaise. On peut donner une chaise de plus? Voilà. Tu restes debout? Non. Restez là, restez là. Vous allez vous asseoir avec moi? Non, je vais me débrouiller. Vous allez voir, on va trouver une chaise. Donc, Marc Bayard, le Mobilier National. Mobilier National, je voulais qu'il vienne parce qu'au Mobilier National, on s'occupe notamment de tapisserie ancienne. Un mot sur le mobilier. Alors, Mobilier National a une institution créée par Louis XIV qui a la même mission depuis 4 siècles, qui est de meubler les palais de la République française et les ambassades, et qui a une longue tradition textile, puisque en son sein, il y a les manufactures de tapisserie des Gobelins et de Beauvais, manufactures de tapis, de savonnerie et les dentelles du Puy et d'Alençon. Se restaurer différemment, se nettoyer différemment, s'entretenir différemment, bien évidemment, que ce que fait Lily Latifi, qui travaille, j'allais dire, sur de la moquette, sur du tapis et sur des textiles, en fait, plutôt pour l'intérieur, la décoration et les chantiers. Oui, c'est des aménagements d'espace, en fait, en textile. Il y a eu la moquette à un moment donné, mais c'était une petite parenthèse, donc ce n'était pas l'essentiel. Donc je fais des aménagements d'espace en textile, c'est-à-dire des séparations d'espace, des créations de petites pièces dans des plus grandes pièces et des habillages de fenêtres. Donc c'est toujours dans le but de rendre service à un projet d'intérieur à travers le textile en utilisant ses fonctionnalités, tout en le rendant évidemment agréable à l'œil, mais toujours avec un souci de fonctionnalité, pas seulement décoratif. Merci. L'IFTH, représenté par Elisabeth Govard, tout le monde sait, je veux dire, l'importance de l'Institut textile français. Mais si, c'est vrai, l'Institut textile français habillement. Vous êtes chercheur sur ces domaines de l'entretien, entre autres choses, ou pas du tout, mais vous êtes là, si, quand même. L'entretien est l'une de mes préoccupations quotidiennes, puisque moi j'accompagne les entreprises qui souhaitent développer des produits, depuis le choix de la matière jusqu'à leur mise sur le marché, et l'entretien fait partie des cahiers des charges évidemment de tous, et pour moi est extrêmement important, parce qu'un produit qui ne s'entretient pas bien ne se vend pas. Voilà. Vivra mal. Hein? Monsieur de Keyser, Cédric de Keyser, on se connaît parce que, quelqu'un, on en parlait à la seconde, parce que vous avez porté très haut, je veux dire, le travail de Jet Expo, le salon donc, sur l'entretien, la blanchisserie, la teinturerie. Donc CK2 Pressing est ici avec nous. Oui, tout à fait. Moi, j'ai 2 pressings en effet dans le sud Vendée. Et aujourd'hui, ça me paraît très important qu'on arrive à rapprocher le monde du textile et le monde de l'entretien du textile, puisque nous sommes la dernière étape. Le client vient chez nous pour nous apporter le vêtement qu'il a acheté et que les personnes ont conçu ici. Donc ça me paraissait important qu'on puisse créer ces liens, ces rapprochements, pour qu'on puisse travailler ensemble et essayer d'améliorer tout ça. Merci beaucoup. Votre voisin, Centre Technique, c'est ça ? Oui, le CTTN, donc nous on est spécialisé dans l'entretien, donc complémentaire à Madame Govard de l'IFTH. Nous on voit plutôt le textile vis-à-vis de l'entretien et comment il va se comporter en fonction des différents modes qu'on pourrait lui faire subir, et quel est le meilleur mode d'entretien pour qu'il vive normalement. Merci beaucoup. Votre voisine, c'est le cuir, si je ne me trompe, non ? Oui, voilà, moi je suis comme monsieur pour le pressing, mais uniquement dans le domaine du cuir, de la peau, le dernier maillon de la chaîne, quand le vêtement est sale.
Mais c'est jamais le dernier maillon de la chaîne, parce que je crois que c'est ça qui est tellement intéressant dans le textile. Mais qui essaye de le faire vivre. Ah, exactement. C'est, je veux dire, tout, me semble-t-il, c'est peut-être vrai dans d'autres secteurs, sans doute. Bon. Mais il y a une espèce d'interdépendance dans ce secteur, dans cette intégralité d'une filière, qui est celle qui est, à mon avis, le plus composée de différents champs, parce que les métiers sont différents, ils dialoguent plus ou moins, sont plus ou moins présents dans une économie nationale, enfin française ou européenne. Mais c'est vrai que tout me semble extrêmement lié. Et vous, madame, n'est-ce pas, vous travaillez avec monsieur, si je ne me trompe, ou monsieur travaille avec vous. C'est en ça qu'il a de la chance, les deux. Fabrice s'occupe vraiment du textile et de l'entretenabilité du textile. Je m'occupe de tout ce qui est nouvelles technologies. Donc quand les nouveaux solvants sortent, quand les technologies de rupture sortent, les fabricants viennent nous voir pour tester ce genre de machine, pour accréditer ce genre de machine et faire que, un, ça fonctionne, deux, ça ne soit pas dangereux pour l'utilisateur. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, ce panorama est ouvert. On n'a qu'une heure. On va parler, enfin, on échange et puis on essaie d'avancer au mieux sur les différentes solutions. Et je disais, bon, vous ne le connaissez pas tous et moi, je trouvais intéressant d'avoir ces points de vue complètement différents. On peut peut-être demander à l'IFTH de nous faire un panorama un peu bref, si je puis dire, n'est-ce pas, de la problématique de l'entretien des matières, textiles ou autres. Entretenir une matière textile effectivement extrêmement importante. Ce qui est compliqué dans l'histoire, vous l'avez souligné à juste titre, c'est que depuis la matière première jusqu'au produit fini, il y a un nombre d'industriels très très importants qui vont intervenir, qui vont faire vivre cette matière, qui vont la fonctionnaliser, qui vont l'assembler, qui vont la laver, la délaver, qui vont lui faire toutes sortes de trucs. On va beaucoup la matraquer et puis au final, une fois qu'elle sera vendue, il va falloir l'entretenir. Et sur les produits aujourd'hui mis sur le marché, on a une étiquette. Hein, voilà. Pascal est là pour ça. L'étiquette est extrêmement importante parce qu'il faut écrire quelles sont les consignes d'entretien. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment, au préalable, choisir la bonne matière, le bon process, vérifier que toutes les solutions d'un pressing ou à la maison sont compatibles avec le textile qu'on a choisi. Je vous donne un exemple, on achète un magnifique t-shirt avec une jolie sérigraphie et qu'au bout de 2 lavages, il n'y a plus de sérigraphie ou qu'elle est en biais, on est quand même extrêmement énervé, d'où l'intérêt de faire des tests au préalable et de vendre un produit qui va durer très très longtemps. Est-ce que l'entretien, après je vous laisse tranquille, est-ce que l'entretien est devenu une question plus importante aujourd'hui pour la filière ? L'entretien est devenu très très important. Parce que le consommateur est très exigeant, parce qu'il y a ces raisons de traçabilité, enfin après c'est la technique là. On économise l'eau. C'est ça, on est de plus en plus exigeant. Les consommateurs sont très exigeants. On n'a plus le temps de faire des lessives comme dans le temps qui durait des heures. On a un souci d'économie d'eau. On a un souci d'économie de lessive. On veut que les produits restent chouettes très longtemps. Donc c'est une question majeure qu'on aborde cet après-midi. Ouais, et surtout, aujourd'hui, quand on parle de textile connecté, textile intelligent, textile fonctionnalisé, il est aussi important d'intégrer l'entretien dès le début, dès la réflexion. Parce que si on arrive à la fin et on se dit mince, comment on lave, il faut tout démonter, c'est sûr que ça va vite compliquer l'histoire. Mais le R3ILAB, qui est un des partenaires du salon, avait justement traité cette question lors d'un meet-up, c'est une réunion en fin de journée, où il y avait effectivement des fabricants et des chercheurs qui expliquaient toute la difficulté aujourd'hui de laver un pull avec une maille connectée. Voilà. Avec quelque chose un élément connecté. Alors les consommateurs, ils s'en sortent là, quand ils lisent l'étiquette, justement pour les conditions d'entretien. Alors, ce que je voulais peut-être compléter, Isabelle Govart, son point de vue, c'est également aussi pourquoi l'entretien devient important. C'est que quand un produit textile est bien entretenu, il va pouvoir avoir une seconde vie, ou en tout cas, il va être plus facilement aussi recyclable. Recyclable pour être remis par quelqu'un, mais également aussi au niveau du traitement d'une fibre bien entretenue pour être retravaillée également aussi. Voilà, je voulais juste compléter ce point-là. Sans aller dans les produits un peu connectés et tout ça, il y a aussi, et je profite de la présence de madame en cuir, il y a beaucoup aussi de vêtements qui sont composés de différentes matières. Et on pense, voilà, quand on pense au designer, on aimerait bien qu'il y pense aussi. Non, il n'y pense pas, ce n'est pas sa préoccupation, lui il crée, voilà, vous avez entendu tout à l'heure, libre. Voilà, on doit le laisser libre, mais ceci dit, voilà, il y a parfois des vêtements qui durent qu'une seule fois, et c'est très dommage aussi
bon, d'un point de vue, parce que c'est très beau, c'était très bien fait, ça coûte très cher. Et également aussi, il faut que ça perdure dans le temps et que ça puisse être mis plus d'une fois, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est un point. Donc, comment se retrouve le consommateur? Le consommateur, il faut qu'il comprenne tous ces petits symboles d'entretien. Il y en a exactement 32 aujourd'hui, des symboles d'entretien différents, entre le lavage, le blanchiment, le séchage, le repassage et puis l'entretien professionnel. Et Dieu sait si l'entretien professionnel aujourd'hui est important aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent au niveau des solvants, au niveau des pratiques de nettoyage à l'eau, etc. Et donc, pour faire bien comprendre ces symboles d'entretien aux consommateurs, nous, le comité Coffret, donc on a nos adhérents qui sont les marques, donc on les aide aussi à trouver des moyens pour que les consommateurs puissent mieux les comprendre. Donc on a, par exemple, mis en ligne une application qui permet de décrypter cette étiquette juste au niveau des symboles dans un premier temps et de leur offrir plein d'autres informations, comment nettoyer une tâche, enfin, voilà, comment les accompagner dans l'entretien de leur textile. Là, c'est une éducation, une information qui est de plus en plus demandée. Alors, je ne sais pas si c'est c'est mieux compris. De plus en plus demandé, mais ce que les gens nous disent, bon, on va couper l'étiquette, de toute façon, on ne comprend rien, c'est compliqué, oui, etc. Donc, fort de ce constat, on a commencé effectivement à développer des outils d'information, parce que je pense que l'information est excessivement importante dans ce moment-là. La marque passe beaucoup de temps sur le travail de ces étiquettes. Puis voilà, on voit aussi tous les professionnels ici autour, on parle de cette étiquette qui semble-t-elle si petite et qui permet effectivement de bien entretenir un vêtement. Ce que je voulais juste compléter aussi, c'est que l'entretien, on parle de l'entretien en France, on connaît bien les pressings français, on connaît bien les machines à laver françaises, la façon dont on entretient en France, mais au niveau, quand on va en international, il y a des machines différentes, il y a de l'eau différente, l'électricité est parfois différemment utilisée dans certains pays. On ne sèche pas, au Japon par exemple, on a très peu de sécheuses, donc il faut absolument communiquer au consommateur comment il peut entretenir et sécher son produit naturellement. Donc le Japon va nous demander sur les étiquettes, et nous on le dit aux marques, de bien mettre l'entretien naturel pour que le japonais sache comment sécher son pull, sécher son chemisier, etc. Voilà, donc il faut penser aussi, on n'est pas national, c'est un domaine international et global. Si on passe du côté de l'usager, si je puis dire, professionnel ou autre, n'est-ce pas? Après on va revenir sur la technologie. On vous désignait tout à l'heure, n'est-ce pas, comme le porte-parole du cuir. Alors, elle est où la complexité dans votre métier et les solutions, les maîtrisez-vous à ce jour? En rappelant qu'est-ce qu'est Eridam, si ça vous gêne. Eridam, madame. Eridam, c'est donc une entreprise spécialisée dans l'entretien du cuir. Très bien. Des vêtements, de peau principalement, des sacs à main en cuir, etc. Bon, dans d'autres domaines du cuir, mais qui ne concernent pas ce débat. Et donc, la problématique, c'est que c'est quand même une matière un peu particulière. D'ailleurs, vous le savez, puisque la plupart du temps, l'étiquette, tout est rayé. Quand il y a du Comment cuir, ça, tout est rayé? Tout est interdit. Attends, tout est interdit. À nous de nous débrouiller. Non, la décharge, c'est spécialiste du cuir. Voilà. On parlait de contre-culture à la table ronde précédente, dont vous représentez la contre-culture là, sur l'entretien. D'accord. Bon, moi, alors, comment l'entretien, ce cuir qu'on n'a pas, pour lequel il faut inventer des règles? L'entretien un peu avec du matériel un peu similaire à celui qu'il y a dans un pressing, mais avec des méthodes adaptées à la peau. Et pour un certain nombre de pièces, même manuellement, entièrement, etc. Et les matières alternatives qui arrivent aujourd'hui pour remplacer cette matière naturelle qui devient rare ou qui devient contrebattue par des attitudes véganes? Oui, mais qui est encore bien présente. Les matières alternatives, ça dépend. Quand c'est synthétique, ça ne me concerne plus. Oui. Donc, le cuir végétal, je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion de traiter sur des articles finis. Donc pour l'instant, le monde n'a pas trop changé pour ce qui vous concerne? Non. Voilà. Non. Du côté du pressing, alors industriel ou de la blanchisserie industrielle, je fais un amalgame malvenu, pardon. La complexité, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en effet, quand les étiquettes sont vraiment renseignées au maximum, c'est-à-dire que ça sous-entend qu'il y a des tests qui ont été faits en amont par les fabricants, là, à ce moment-là, on a cette capacité, et on le fait assez facilement, de pouvoir nettoyer le vêtement. La difficulté, c'est quand sur l'étiquette, il est marqué « ne pas laver », par exemple. Le client achète un vêtement, ne va pas forcément lire ce qui est marqué sur l'étiquette, il nous l'apporte en disant « merci de nous le nettoyer », et nous on dit « non, il est marqué « ne pas laver ». Et là, le client comprend qu'il a acheté un vêtement à usage unique. De temps en temps, il arrive aussi également que les symboles qui sont mis ne correspondent plus
à l'actualité de la partie technique qu'on peut avoir dans les pressings. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions récemment qui ont été faites sur la partie technique. Les produits qu'on utilisait avant ne sont plus autorisés en France. Et donc, il y a une révolution qui a été faite depuis 6 ans, 8 ans sur la partie technique. Et donc, aujourd'hui, les étiquettes n'ont pas toutes été mises à jour et on se retrouve à ne pas avoir des cohérences entre ce que propose le fabricant et ce que nous, on dispose. Donc, la difficulté, c'est que dans ces cas-là, nous, notre obligation, c'est de respecter ce qui est prescrit par le fournisseur, mais ce n'est pas possible. Donc on se doit, avec notre expérience et notre expertise, de nettoyer le vêtement, mais à ce moment-là, c'est-à-dire que nous, on prend la responsabilité de nettoyer le vêtement avec les risques qui sont derrière. Et la difficulté, c'est en effet quand on se retrouve avec, certes, des tissus techniques, mais aussi des mélanges de tissus différents qui réagissent totalement différemment, des couleurs totalement différentes, une chemise, enfin une robe noire et blanche sur certaines couleurs, ça peut vraiment dégorger complètement et là il n'y a rien à faire. On se retrouve dans certains cas à devoir démonter presque le vêtement pour pouvoir le nettoyer. Donc là autant dire que c'est une catastrophe et que ça nous prend un temps phénoménal. Et comme on est la dernière étape, en plus de cela, le client estime que c'est notre faute si on n'a pas fait le travail correctement. C'est vous qui êtes responsable en plus. Exactement. Donc c'est là où il y a la difficulté et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait ce travail qui soit fait et cette connexion qui se fasse comme c'est déjà en cours et on doit continuer à aller un peu plus loin pour que les fabricants aient la notion de ce qu'est l'entretien du textile et comment on peut travailler dessus. Deux exemples un peu différents, enfin oui un peu différents parce qu'on n'est plus dans l'étiquetage. Ce que fait Lily, ce que vous faites, n'est-ce pas? Les matériaux que vous utilisez, oui. Vous avez des conditions d'entretien que vous donnez sur les chantiers où vous réalisez ces décors? Oui, alors moi je travaille pour tout type d'intérieur, que ce soit les professionnels ou les particuliers. Donc pour les particuliers, en effet, je tiens vraiment à ce que toutes les matières soient lavables ou en tout cas nettoyables en surface, facilement nettoyables. Et c'est le cas. Ça signifie un choix de fibres particulier quand vous décidez de créer les parois textiles ou ce genre de choses? Alors, moi, je travaille beaucoup les parois japonaises. Hein, donc, c'est des panneaux qui glissent dans des rails ou des rideaux ou des stores. Et oui, c'est vrai que ça fait partie vraiment en amont du souci en permanence, en amont de la création. Donc, c'est pas tout à fait... Je suis pas d'accord quand vous dites que les designers n'ont pas ce genre de... Vous parlez des créateurs de mode. Oui. Les créateurs de mode, non, en tout cas, créateurs de mode. Non. Oui, dans mon domaine, c'est quasi obligé. Oui, enfin c'est quasi obligé, oui et non, parce que dans le domaine professionnel, alors paradoxalement, personne ne lave, mais ils veulent tous que le produit soit lavable. C'est vraiment psychologique. Je veux dire, moi, j'ai envie de dire, c'est la nature humaine, et c'est tant mieux qui tend vers des produits. C'est ça comment? Exigence inutile. Non, c'est pas ça. C'est que c'est quand même c'est du bon sens parce qu'il faut que le produit soit pérenne et pas jetable. Et ça me plaît plutôt parce que je pense qu'il y a eu en effet peut-être des aberrations, des matériaux qui étaient pas du tout pérennes, qui étaient de l'ordre de l'événementiel qu'on a fait entrer qu'on a détourné à mauvais sens. Et du coup, je pense que les gens sont méfiants. Donc, par exemple, dans l'hôtellerie. Tous les 5 ans, on enlève les rideaux, on les change, on ne les lave pas. En tout cas, dans les parties communes. Je ne parle pas des chambres. Mais quand même, on me demande à ce que le tissu soit lavable. Donc j'ai vraiment ce souci-là en amont quand je fais les sélections de mes matières. Donc tout est nettoyable. Et il y a des moments où, par exemple, quand les personnes me demandent des stores en rouleur à l'intérieur d'une cuisine, à côté d'un levier, je leur déconseille parce que je dis même si on met un tissu qui est lavable, une fois monté sur un mécanisme de store, ça devient inlavable. Donc voilà. Et donc oui, c'est une question omniprésente aussi dans le domaine de l'intérieur. Ouais. Et au multinational, les tapisseries. Alors on les nettoie. Vous avez un atelier de restauration et d'entretien des tapisseries. Il y a des tissus, pardon, que vous utilisez sur le mobilier ancien. Normalement, nos ministres ne font pas de tâches. Ça, c'est normalement. C'est comme. Normalement. Alors en fait, nous, notre problème n'est pas tellement la tâche, mais plutôt la couleur. En effet, on a une problématique de durée où on estime minimum 3 siècles. On se dit, quand on crée aujourd'hui une tapisserie, il faut que dans 3-4 siècles, la couleur soit encore la même.
Là, il y a un travail sur les pigments qui est fait en amont, et donc une réflexion également sur la manière dont on va entretenir les laines, si c'est des laines qu'on utilise toujours pour la tapisserie. En fait, notre grand ennemi pour tout ce qui est laine, c'est les mythes et les animaux. Donc là, en fait, aujourd'hui, depuis je pense une cinquantaine d'années, on traite, dès qu'on reçoit la laine, on la traite anti-mythe, et elle est traitée à vie pour qu'on ne puisse pas, il n'y ait pas d'incorporation de bestioles dans la laine. Après, c'est pas tellement la tâche, parce que la tapisserie, elle est au mur, donc c'est pas tellement là où on fait les tâches, c'est plutôt sur les tapis. Au sol. Parce que vous avez les savonneries. Voilà, on a les tapis de savonnerie où là, en effet, elles sont dans tout type de salon, dans tout type de réception. On peut faire des tâches. Et là, en fait, la laine est assez géniale pour ça, c'est qu'elle est fabriquée de telle manière qu'elle est extrêmement dense. Et en fait, il y a peu de liquide qui puisse pénétrer directement. Et au pire des cas, si vraiment il y a une atteinte grave au textile, on peut supprimer la partie. Ça, c'est surtout sur des créations d'aujourd'hui, sur un tissu ancien, enfin des textiles anciens, pardonnez-moi. Les tapis des collections, ceux-là, vous leur faites un traitement particulier avant d'être déposés dans les palais nationaux ou autres. Elles sont nettoyées, alors pas par nous, elles sont nettoyées par des entreprises privées extérieures. Oui. Parce qu'on les jeunes gens comme monsieur. Voilà, on n'a pas cette technologie-là. Donc elles sont d'abord dépoussiérées, nettoyées, et après ça dépend de l'altération. L'altération, si ce n'est qu'une tache, on ne pourra peut-être pas l'enlever. Généralement, c'est beaucoup plus grave qu'une tache. C'est une usure, c'est une déchirure, et là on refait la partie qui manque. La tâche, je dirais, n'est pas le plus important. C'est plus de l'entretien, d'entretien et durée de vie, si Exactement. Je comprends bien, que de l'entretien au sens de usage quotidien. C'est peut-être la même chose d'ailleurs pour Lily. Oui. Dès la conception, on lui donne une durée de vie assez longue pour que l'entretien, quelque part, soit facilité par la suite. Oui. Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir des matériaux composites mélangeant le cuir, la soie dans les créations contemporaines aujourd'hui? Alors, on a fait des expérimentations hasardeuses dans les années 70 avec des tapisseries en plastique. On en a fait une. C'est hasardeux parce que la tapisserie fond, et comme tout usage de plastique dans les années 70, c'est dramatique pour le patrimoine futur. Elles vont disparaître. Elles ne seront, pour l'instant, il n'y a aucune technologie qui permet de leur redonner une vie. Alors aujourd'hui, on mélange déjà une tapisserie, peut avoir 3 ou 4 matériaux. Ça peut être la laine, la soie, le lin et le coton. Donc toutes ces structures. Et on peut travailler aussi avec du cuir ou autres aspects. Et on va lancer des expérimentations avec des textiles connectés ou autres. En sachant que comme notre problématique est de durer plusieurs siècles, on limite du coup la technologie, parce qu'on sait très bien que la technologie d'aujourd'hui, dans 2 ans, elle sera obsolète. Donc on est regardant vis-à-vis de cette structuration technologique. Ça fait le lien avec les questions technologiques. Alors quelles sont les questions qu'on vous pose, ou que viennent vous poser les professionnels qui viennent au centre technique qui est le vôtre? Alors, comme le disait M. de Keyser, il y a eu une révolution française, c'est-à-dire que les Français ont décidé d'arrêter d'utiliser le perchloréthylène. Comme ça. Pardon. Les Français ont décidé. Ça, vous l'aviez évoqué, je me souviens, on avait parlé de ça. Seulement les Français ou c'est une norme européenne? Seulement les Français. Encore un truc pas très clair. Oui. C'est le ministère français qui a décidé, pour la protection des travailleurs, d'interdire l'utilisation du perchloréthylène. Alors, ce qui a poussé une créativité chez nos fabricants de solvants. Donc, les fabricants de solvants se sont dit, OK, on n'a plus le droit à celui-ci. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, l'hydrocarbure qu'on utilise en Allemagne? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit supplément de quelque chose dans cet hydrocarbure pour que ça nettoie mieux, pour que ça soit mieux conservé, etc., etc. Donc, tous ces solvants, il faut les tester. Donc, on est arrivé depuis un solvant monocomposant, avec un seul composant. Facile, hein, la machine, elle nettoie le linge, elle nettoie le solvant et elle recommence comme ça, à des solvants qui sont multicomposants. Donc on nettoie le linge et là on essaye de nettoyer le solvant et c'est là où c'est un petit peu plus complexe, où il y a peut-être un petit peu des dégradations. Les températures de séchage vont être modifiées. Donc pour les textiles, ça pose quand même un problème. Pour les textiles, les nouveaux textiles avec plein de plastique, ça pose un problème, etc., etc. Donc il y a des technologies de rupture qui sont apparues. Avec vos collègues, des costumes de... Moulin, non? Moulin? Musée du costume de Moulin, non? Non. L'Opéra? Aide-moi, Fabrice. Le musée des Arts Déco qui nous a confié les costumes qu'il conserve depuis avant la Révolution pour voir si on pouvait les entretenir. Comment vous les avez entretenus, puisqu'on vous a passé le micro? Alors je ne sais plus si c'est
divulgable ou pas. On peut mettre le micro vraiment sur votre menton. Voilà. C'est une technologie de rupture. Oui. Donc il y a eu différents essais avec le musée des arts décoratifs et pour voir si on pouvait améliorer l'entretien et surtout sans dégrader les textiles, parce que quand c'était des vêtements très très anciens, il ne fallait pas les dégrader et qu'ils puissent aussi, après usage, éviter qu'ils se dégradent plus rapidement. Donc il y a eu des essais avec plus ou moins de réussite. Il y a toujours des travaux en cours. Alors, attendez avant de confier les tapisseries. Hein. Voilà, il y a toujours des travaux en cours, mais ça, comme expliquait Sandra, il y a beaucoup de travaux. Alors Sandra est plus à ce fait-là de recherche de nouvelles technologies pour améliorer le nettoyage. Technologie, c'est souvent les produits, c'est ça? C'est les produits ou les machines? Pardon, je posais des questions, je fais l'innocent, pardon. Non, les deux, messieurs les ingénieurs. Produits, quand on parle de nouveaux solvants, avec solvants multicomposés, ça c'était ce que je viens de dire. Cette technologie de rupture, c'est quelque chose qui est utilisé pour les métaux, qui marche bien dans les métaux, et on essaye de trouver un marché de niche pour cette personne. Voilà. Donc, en termes de faisabilité, ça marche. Maintenant, les textiles qu'on veut entretenir sont extrêmement fragiles, donc ça pose un problème. Je voudrais juste rebondir, puisque j'ai le micro. Il y a énormément de questions. Donc, on est aussi formateur en pressing depuis le CAP jusqu'à la licence pro. Il y a énormément de questions maintenant qui se posent sur qu'est-ce qu'un pressing écologique, Désolée de mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'un pressing écologique? Pascal dit que ça n'existe peut-être pas, mais c'est peut-être une voie vers laquelle tendre. Comment on fait pour entretenir son textile ou même mettre suffisamment son textile en coûtant, en impactant le moins pour la planète? Donc ça, c'est une question que nos amis du pressing nous ont posée il y a 10 ans. Donc nous avons fait tout un tas de calculs pour montrer qu'effectivement, ça n'existait pas. Il est clair qu'aujourd'hui, à partir du moment où on va même consommer de l'eau, y rajouter des produits et les rejeter, par défaut, on ne peut pas être écologique. Par contre, il ne faut pas rêver, on peut tendre, enfin c'est pas vous à qui je dis qu'il ne faut pas rêver, hein. On peut tendre vers une voie d'amélioration. Voilà, on parlait ce matin des biopolymères et autre chose. Bon, on voit bien ou d'impression digitale, autre sujet qu'on a évoqué ce matin. L'impression numérique permet de gagner énormément en énergie, n'est-ce pas? Permet énormément, m'a-t-il semblé, également en eau. Enfin, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut faire des progrès. Je crois que c'est ça la bonne voie. Bien sûr. Aujourd'hui, encore une fois, le pressing écologique, en soi, c'est une aberration de dire pressing écologique. Par contre, on a des volontés d'éco-responsabilité où là, on va aller le plus loin possible en utilisant certains produits qui sont plus ou moins impactants sur l'environnement et même nos procédés. Alors, on parle des produits, quand on parle des produits lessiviels auxquels on pense, les lessives qu'on peut mettre comme à la maison, même si c'est un peu plus recherché. Mais on a aussi la partie qui est avant, qui est le détachage, puisqu'en fait, on peut imaginer qu'un pressing, c'est quelque chose de magique. On prend un vêtement sale, on le met dans une machine, ça ressort, c'est propre. En vrai, il y a une étape qui est une étape de détachage où là, on a déjà des produits spécifiques qui vont réagir différemment en fonction du textile. Une même tache de chocolat ne va pas être traitée de la même façon pour nous si c'est sur un jean ou sur un chemisier en soie. Et après, on va passer sur la partie nettoyage en elle-même, la partie séchage qui va aussi consommer de l'électricité, et la partie repassage. Donc chaque étape, on a des moyens aujourd'hui pour essayer d'être le moins violent et le moins impactant sur l'environnement. On a les SEM aujourd'hui, on commence à réfléchir à préchauffer l'eau de nos machines pour avoir une diminution de la consommation électrique. Dans mon pressing, c'est quelque chose qu'on fait. On a gagné 16% de la consommation électrique juste en installant un ballon d'eau chaude qui permet de préchauffer. On a aussi le recyclage des eaux usées. Donc soit on les filtre, on les réutilise à d'autres étapes, soit même déjà on va les filtrer avant de les renvoyer aux égouts. Donc il y a plein d'étapes comme ça qu'on est en train de mettre en place qui permettent de faire évoluer le système et qui fait que le pressing, dont on garde une image de pollueur avec de la chimie dans tous les sens et des produits cancérigènes, ça a été vrai à une époque. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce système-là. On a même une vertu écologique puisque parmi mes clients, j'ai aussi des personnes qui vont aller dans des friperies, qui vont aller chez Emmaüs acheter des vêtements et qui nous l'apportent. Ils achètent un imperméable à 15 €, ils nous l'apportent, nous on va prendre 20 € pour le remettre, mais à la fin il va revenir neuf. Donc on a ce côté écologique, on va redonner une vie à un vêtement et comme ça prolonger. Oui, c'est bien, effectivement de le souligner, cette contribution, je veux dire, qui rejoint alors un goût de consommation et un comportement, n'est-ce pas? Cette contribution à la durée de vie des produits en fait. Exactement, et nous les systèmes qu'on a, pour donner juste une petite idée, quand on fait une machine à la maison, on va mettre la lessive dans la machine.
et la machine va prendre le produit aussitôt. Nous, dans nos machines, on a des produits lessiviels. En tout, je peux avoir jusqu'à 5 produits lessiviels différents. La machine à un micro-ordinateur va commander le nombre de millilitres précis de produits au bon moment. C'est-à-dire, elle va d'abord prendre la bonne quantité d'eau, monter à la bonne température et seulement à ce moment-là prendre le produit. Donc on a déjà des fonctionnements qui fait qu'on évite une gabegie de produits et en mettre une trop grande quantité qui n'a pas d'utilité. Et en plus, comme on va nettoyer le vêtement d'une façon la plus optimum pour le conserver, ça va permettre aussi de faire plus de nettoyage et plus de lavage que ce qu'on pourrait faire à la maison. Et un vêtement qui peut être lavé 10 fois à la maison dans une machine, dans un pressing, pourra le laver, je sais pas, 15-20 fois, parce qu'on va être beaucoup moins violent sur la fibre. Donc c'est en effet le côté où aujourd'hui le pressing a un vrai côté écologique. Mais comme vous dites, il ne faut pas rêver. Hein. Si on lave, on va avoir tendre un vers impact des sur la systèmes planète, améliorés, c'est bien sûr. Quand on respire, on a un impact sur la planète. Quand on lave, on a un impact sur la planète. Est-ce qu'on lave pas trop? Parce que moi j'avais entendu sur une des tables sujets, rondes, vous savez le jean qu'on lave tous les 3 jours. Enfin, un de nos grands sujets au CTTN, c'est de savoir ce qu'est le linge propre. oui. Comment on fait pour savoir à partir de quand c'est propre? Il n'y a pas de définition et personne ne l'a défini. Donc nous, on s'est lancé avec la faculté de pharmacie de Montpellier pour arriver à définir un taux de bactéries et quel type de bactéries, quelles conséquences, pour savoir à partir de quand on pouvait dire c'est propre, c'est pas propre. Donc on travaille avec les hygiénistes dans les hôpitaux pour savoir ça. Alors après, le décliner, parce que dans les hôpitaux on est malade, on est immunodéprimé, etc. Mais le décliner à la maison, c'est autre chose. Donc Bien sûr, voilà, c'est autre ça chose. c'est la grande question. Personne ne sait ce que c'est que le linge propre. Vous savez ce qu'est le linge propre les uns les autres? De quel linge on parle, hein? Exactement, de quel Le linge on parle, personnel, effectivement. Linge personnel, le linge extérieur. Il y a une question que je me posais, je retourne vers l'IFTH. Dans ces schémas d'éco-responsabilité auxquels l'entretien participe, comme on l'a bien compris, bien évidemment, à 2 titres. D'une part, on entretient avec intelligence, si je peux dire une chose pareille, c'est-à-dire les bons produits gradués au bon moment. Deuxièmement, la bonne information qui fait que, je veux dire, on va laver moins ou on va laver dans les bonnes conditions. Il y a également une chose que j'avais entendue, qu'on traite dans ces tables rondes et dans la profession depuis assez longtemps, sur ce schéma de protection de l'environnement, de respect de l'environnement, c'est, je veux dire, le recyclage. N'est-ce pas? Et est-ce qu'il n'y a pas donc le recyclage? Et on dit que les gens de Reville me disent, par exemple, les gens des fibres, quand on doit réfléchir recyclage, pour avoir cette fonctionnalité, il faut dès l'amont, n'est-ce pas? C'est-à-dire intégrer absolument dans les fibres des éléments qui faciliteront le recyclage. Est-ce qu'à l'IFTH, on peut faire cette même approche? C'est une question qui est peut-être sotte, pardonnez-moi, sur la composition, le choix des fibres qui permettront un meilleur entretien. Ah, c'est évident. Oh, évident. que Trop fort, vous êtes trop fort. Alors qu'est-ce qu'on fait justement Donc, une fois que la question est posée? En fait, quand on va choisir aujourd'hui une matière ou une association de matières, comme on est tous de plus en plus enclins à respecter son environnement, on intègre systématiquement la fin de vie des produits. Et la fin de vie d'un produit, ça veut dire qu'est-ce que j'en fais une fois que je considère que j'ai plus envie de le mettre ou je peux plus le mettre, il est troué, etc., etc. Et c'est là où la matière première est très importante, évidemment. Quand on a un produit, par exemple 100% coton, on n'aura aucune difficulté à le recycler. Dès qu'on a un produit qui va associer du coton, de l'élastane, du polyester, du polyamide, ça va devenir très compliqué. Donc compliqué implique évidemment derrière des process textiles conventionnels et de nouveaux produits. Mais l'idée aujourd'hui, c'est quand même de refaire un produit prêt à porter ou un produit environnement de la maison, etc. Donc oui, le choix des matières est très important, le choix des procédés aussi. Le textile est extrêmement réglementé aujourd'hui, on fait très attention à tout, aussi bien les rejets aqueux, les rejets gazeux. On essaye de diminuer les temps nécessaires pour teindre un produit, pour l'imprimer. Et le choix de la matière est évidemment hyper important. On peut dire quand même qu'en Europe, n'est-ce pas, et même ailleurs, dans les pays, dans les économies éloignées mais relativement développées, on commence à avoir des respects, enfin il me semble, avoir des normes qui me semblent de qualité, respectueuses de l'environnement. Ah oui. Peut-être pas encore tout respectueuses, c'est sûr, à 100%, je ne suis pas certain, mais on est sur une voie vertueuse quand même, me semble-t-il, non? Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée pour en parler, parce que je pense que les matières, c'est plutôt l'IFTH qui devrait s'exprimer là-dessus.
Quand on revient à l'entretien, effectivement, nous, au niveau du coffret, on essaye effectivement d'informer le consommateur sur toutes les petites choses qu'il peut faire chaque jour pour justement baisser un petit peu sa consommation au moment de l'entretien du textile. Et je pense que moins on lavera ou mieux on lavera, plus on pourra recycler effectivement cette matière première. Voilà. Et plus on prendra soin de la matière aussi. Même en synthétique, voilà. Même en synthétique, si je fais une erreur de repassage sur du synthétique, je peux le jeter, on ne pourra plus rien en faire. Exactement. Je ne pourrais même pas le donner à quelqu'un, je le mets vraiment dans la poubelle. C'est ça. C'est un extrême. Oui. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup quand même, on fait quand même pas mal de bêtises. 68% à peu près des vêtements aujourd'hui sont constitués de fibres synthétiques. Enfin, sont en synthétique. Vraiment. Voilà. En majorité en synthétique. Donc c'est vraiment l'un des enjeux de la filière textile aujourd'hui. Ça, c'est très très clair. De la contrainte naît la créativité. Moi, j'ai vu pas mal de gens venir nous voir en disant, voilà, moi j'ai récupéré des chambres à air, j'ai récupéré des spinnaker, j'ai récupéré des voiles de parapente. J'aimerais bien les utiliser, seulement il faut que vous nous expliquiez comment les entretenir. Donc ils sont venus en amont nous voir pour savoir s'ils pouvaient les utiliser et comment on allait les nettoyer. Donc après, bon, les chambres à air, je ne vous cache pas qu'au niveau des rejets, ça pose un petit problème, mais ça, c'est à nous de gérer. Donc, on gère. Donc cette créativité, elle arrive quand même, et c'est de plus en plus. Mais c'est là qu'est la bonne pratique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on anticipe suffisamment, c'est là où on va éviter d'avoir des problèmes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose même qu'on retrouve dans les vêtements et dans le prêt-à-porter. Juste pour une petite anecdote, je fais partie du comité international de l'entretien du textile et on a un groupe de 25 experts mondiaux qui a été créé. Nous faisions une réunion lors du dernier salon Texcare au mois de mai à Paris où nous évoquions les problèmes les principaux qu'on avait. Et le président de Dubaï a dit moi, mon principal problème, c'est il a donné le nom d'une marque, qui est une marque de prêt-à-porter française très connue, qui globalement fait très bien son travail et qui fabrique des très bonnes choses, mais qui, à un moment, sur un type de production, a eu vraiment des soucis. Quand il a dit ça, autour de la table, tous les présidents de toutes les fédérations internationales ont rigolé. Et c'est à un point que certains ont dit, nous, dans nos pressings, on refuse cette marque. Donc on arrive, nous, à un moment, à être prescripteurs de certaines marques ou, de temps en temps, détracteurs, puisque certains pressings disent moi, cette marque-là, quand on la porte, je la refuse. Comment cette influence, c'est une influence utile, si je comprends bien, n'est-ce pas, remonte vers l'industrie? Aujourd'hui, c'est pour ça que vous me disiez, moi je veux venir à la table ronde. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, il y a ces liens qui sont à faire, qui existent déjà et qui ont besoin d'être encore un peu plus poussés et d'être renforcés, tout à fait. On a aussi déjà des fabricants aujourd'hui qui ont dans leurs propres ateliers les mêmes machines que nous avons dans nos pressings et qui, lors de la fabrication, lors de leur pré-production, font des tests pour deux raisons. D'une part, pour s'assurer que le vêtement est bien nettoyable, mais aussi pour répondre au moment où nous allons appeler et dire j'ai eu un problème sur le nettoyage. Et il y a des moments où nous, on prend beaucoup trop de précautions. Et je pense à une marque, alors cette fois-ci qui est vertueuse, je me permettrai de la citer, qui est Saint James, qui, quand on la fabrique ses pulls, a dans son atelier des machines. Et certains de mes confrères les ont appelés en disant j'ai pourtant pris le programme fragile et le pull a eu un souci. Et eux ont pu répondre non, nous on utilise les mêmes machines que vous, prenez un programme normal et il n'y a aucun souci. Donc eux ont pu répondre à ce moment-là à nous, professionnels, qui avons eu un doute. Mais surtout, ça a permis de lever le problème et qu'eux ont pu détecter avant la production qu'il y avait un souci. Parce qu'une fois que tous les vêtements sont fabriqués, en effet, le problème est passé. Et aujourd'hui, on a ces liens, entre autres, avec le CTTN, où la marque à laquelle je pense en question, quand on l'envoie au CTTN pour analyse, la marque finit toujours par rembourser parce qu'eux-mêmes ont aperçu qu'il y avait un souci. C'est-à-dire, vous recevez un produit, excusez-moi, je rentre dans un détail, qui est le quotidien, vous recevez un produit sur lequel vous semble nécessiter une interrogation auprès des experts, vous envoyez le produit. Alors, en fait, la veste ou la veste de marque, elle part. C'est la veste? Généralement, c'est après qu'on fait l'envoi avec le CTTN. C'est-à-dire que nous, on a un vêtement, on les nettoie en respectant l'étiquette ou de temps en temps par rapport à notre expertise. Il y a eu un problème sur le vêtement et à ce moment-là, on a un expert qui est le CTTN, qui est impartial et à qui on va envoyer le vêtement et qui va pouvoir dire d'où vient le problème dans ce cas-là. Alors, pour compléter ce que dit monsieur, ce qui se passe, c'est que quand que ce soit un pressing, un particulier, un problème avec un entretien d'un textile, quand il y a un litige ou on va dire entre deux parties, on donne notre avis technique. Je dis bien un avis technique. On donne un avis technique qui soit suivi ou pas par après une expertise judiciaire ou pas.
Mais en tout cas, on donne notre avis technique sur le défaut et savoir si ça soit le pressing qui est techniquement responsable, par exemple, ou si c'est un problème de qualité du textile. Juste pour compléter quand même une chose, pour moi, je ne dis pas qu'il y a un mauvais textile ou un mauvais entretien. Il y a simplement, l'un n'est pas adapté à l'autre. Le textile, on doit connaître les inconvénients et les avantages d'un textile. Il y a la laine, on a parlé de la laine, mais les polyesters, chacun ont des inconvénients par rapport au comportement à la chaleur, au comportement au retrait, et ainsi de suite. Simplement, il faut savoir ses limites et comment après on va l'entretenir. Et bien sûr, il y a des assemblages qu'il faut éviter, parce qu'il y a des choses qui peuvent amener à rendre très délicat l'entretien d'un textile, comme on a parlé des cuirs textiles ou d'autres choses. Donc voilà, moi, pour juste compléter, c'est que l'évolution de la matière dans le temps, il y a différents produits, des smart textiles, on entend beaucoup parler, mais c'est plus, à un moment donné, dès le départ, il faut penser à qui il est destiné et comment il va l'entretenir. Parce que c'est clair que si c'est destiné à un particulier, on va plutôt conseiller l'entretien ménager ou encore arrivé par le professionnel, mais si c'est pour un entretien industriel, ça va passer par les blanchisseries industrielles ou des systèmes autres comme pour les tapis, un entretien, une monobrosse ou autre. Donc voilà, il faut bien réfléchir dès le départ à l'usage et comment on va pouvoir l'entretenir. Et donc de là, on va pouvoir choisir ses matières et ses couleurs et ses teintures et ainsi de suite. Et c'est là où le choix qui est fait avant, les essais qui sont faits avant sont importants. On a déjà des fabricants de vêtements qui envoient dans les pressings des vêtements, alors bien sûr avec tout l'anonymat qui est nécessaire derrière, mais qui envoient dans le pressing des vêtements pour qu'on puisse essayer, regarder ce que ça donne. On fait 10 nettoyages, on lui renvoie et il voit le vêtement qui est ressorti au bout de 10 nettoyages. On fait un nettoyage, on repasse, on fait ça 9 fois, la dernière fois on ne repasse pas. Il reçoit le vêtement et là il se fait une idée pour voir ce que ça a donné. Alors ça n'est pas la vraie vie du vêtement puisque les vêtements ne nettoient pas 10 fois de suite, mais en tout cas ça lui donne une idée de comment son vêtement va pouvoir s'user au fur et à mesure. Si c'est fait en amont, il a encore le temps de corriger éventuellement et d'adapter pour qu'on puisse effectuer le nettoyage correctement derrière. Et de ce fait-là, derrière, en effet, tout se passe très bien. On a encore 2500 à 3000 pressings en France, donc grosso modo, pour les fabricants, aujourd'hui, c'est pas très compliqué de passer la porte d'un pressing, d'apporter le vêtement et dire faites un essai s'il vous plaît pour voir ce que ça donne. Mais comme dit madame, c'est toujours les mêmes qui le font. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont plus ou moins... Pardon, allez, prenez le micro, vous en prie. Des fabrications françaises, oui, qui effectivement, moi dans mon domaine du cuir, vont nous faire des tests pour savoir si cet article va s'entretenir. Mais après, tout le reste, je ne sais pas, c'est peut-être le travail des unes ou des autres que ça puisse se coordonner un peu. C'est peut-être là, qu'on revient vers l'information du consommateur qui, lui, devrait être scrupuleux dans ce qu'il achète. Oui, enfin, scrupuleux, excusez-moi. Qui devrait faire un peu plus attention à ce qu'il achète... Bien qu'en général, on achète une forme, on achète une couleur, on achète un matériau, un après. On ne fait peut-être pas très attention. Il ne va pas forcément se soucier que derrière, il y aura peut-être un entretien plus coûteux que ce qu'il avait prévu, etc. aussi. Au niveau de l'entretien, on voit quand même des tendances, parce qu'on voit les marques, on discute avec les marques. Ce qui se lave à la main est moins recherché, évidemment, puisque se laver son propre linge à la main, on évite. Malheureusement, le pressing aussi. Pourquoi ? Pas tellement, parce que c'est vrai, il y a un coût, il y a du temps, et puis il y a des dommages aussi. Des dommages, on sait, par toute la partie technologique qui a évolué dernièrement et qui, malheureusement, a entraîné certains dommages sur des marques, puisque là, nous, on accompagne les marques à bien étiqueter la partie professionnelle. Pour vous dire une chose, c'est qu'il y a quand même une norme derrière les symboles d'entretien, c'est une norme ISO importante, et c'est vrai que quand il y a un symbole qui n'est pas là, ça veut dire qu'il est autorisé. Et on a eu effectivement de gros soucis au niveau professionnel, c'est qu'il n'y avait pas sur certains produits le fameux rond avec un W barré qui interdisait l'entretien professionnel à l'eau. Vous en parliez là tout à l'heure. Certaines fibres ne supportant pas l'eau, donc on ne peut pas les laver à l'eau. Et beaucoup de marques avaient oublié ce symbole à la fin de la séquence des symboles. Et c'est là tout notre travail à essayer d'accompagner les marques à surtout faire en sorte que ce symbole W barré soit mis à la fin de la série. Parce qu'effectivement, quand un pressing va recevoir ce genre de produit, juste avec un rond et un P dedans, il va se dire « je peux le laver au perchloréthylène ». Donc jusque-là, tout va bien. Par contre, si ce pressing-là a que des machines à l'eau ou souhaite le faire à l'eau, il va parfois le faire. Et ça, là, ça va créer effectivement un souci. Ça peut créer un souci sur cette matière-là.
Donc peut-être que Fabrice, tu peux compléter sur Oui, je vais compléter juste une chose, c'est que c'est très bien, les entreprises font appel à des pressings, à des sociétés, font des essais en France d'entretenabilité de leur marque. Mais il ne faut pas oublier un point, c'est que la France n'est pas le centre du monde. Non. La France, les entreprises vendent dans toutes les entreprises, dans tous les pays. Et donc, en fonction des pays, il y a des produits qui sont plus ou moins utilisés. Il y en a qui seront plus solvants, d'autres qui seront plus à l'eau. Il y en a qui vont utiliser plus la javel, qui est plus utilisée, moins utilisée en France. En fonction des pays, des lieux, il y en a qui ont des sèche-linges, d'autres qui n'ont pas de sèche-linge. En fonction de si on est au nord, au sud du monde, de l'Europe, sans parler d'aller du monde. Donc voilà. Donc, il faut bien penser que même si une entreprise essaye de faire le meilleur des produits, il va falloir qu'il pense à une globalité, qu'il pense à qui il vend et où il vend. Parce qu'il y a des choses, en France, il y a eu les évolutions du parc, on va dire, des pressings, qui ont amené plus des technologies que d'autres, mais ce n'est pas le cas de tout l'Europe et du monde. Et donc, il faut faire bien attention à ça. Parce que ce soit les étrangers, les marques étrangères qui arrivent en France, ils arrivent sur un marché qui est plus sur un système d'entretien, ou les Français qui vont sur d'autres marchés, ils peuvent être sur un autre style d'entretien. Donc il faut bien voir la globalité et donner le maximum d'informations sur l'entretien, sur les vêtements, pour que quand ça arrive chez le consommateur, qu'il soit français, allemand, algérien ou chinois, qu'il puisse l'entretenir. J'avais une question. Est-ce qu'il y a une norme européenne de l'entretien? C'est-à-dire, est-ce que le danois et l'espagnol lavent de la même manière? C'est justement ce que je disais, c'est l'ISO 3758, pour la particularité, je pense que les spécialistes ici connaissent. Oui, effectivement, il y a une norme derrière. On ne met pas... le cuvier, il peut être à 30, 40, 50, il ne sera pas à 35, à 45. Parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment, et je laisserai peut-être Fabrice donner plus la partie technique de tout ça, mais un cuvier à 30 degrés, pourquoi ça passe à 40? C'est qu'à 35, il n'y a pas vraiment de différence entre 30 et 40. Voilà, donc il y a plein de choses différentes, il y a des tests derrière aussi. Le lavage à la main, par exemple, on va dire que c'est un lavage à 40 degrés. Même si vous ne pouvez pas mettre les mains dans la bassine à 40 degrés, c'est de base à 40 degrés. Voilà. Bon, il y a plein d'autres éléments. Juste pour rappeler, compléter ce que dit Pascal, il y a une norme internationale qui définit un étiquetage d'entretien, mais que ce soit une norme ou autre, un étiquetage d'entretien donne en général les limites de l'entretien. Donc ça donne pas, il n'y a pas besoin d'être normalisé, c'est une limite. C'est une méthode d'essai. L'étiquetage donne quel mode d'entretien est autorisé, mais ne donne pas la limite. Il faut faire attention à ce point-là. La limite, si vous acceptez un retrait de 10% sur votre costume, il faut que la marque le sache ou pas. C'est le cahier des charges des marques. Donc là, je reviens à ce que à l'IFTH, ils sont bien dans ce domaine-là. C'est le cahier des charges. C'est-à-dire qu'il y a le consommateur à la fin, mais il y a aussi entre les fournisseurs et l'entreprise et la marque, le cahier des charges des produits. Moi, je vois trop de problèmes avec des problèmes de cahier des charges qui ne sont pas définis. Et justement, qui réalise le cahier des charges? Qui doit rédiger le cahier des charges? C'est la marque, appuyée par le centre technique que vous êtes? Je poserai la question d'ailleurs après à Lily Latifi, parce que dans le bâtiment, j'imagine que les préoccupations sont différentes. Donc, chaque marque a son cahier des charges, bien entendu. Dans ce cahier des charges, nous, on intervient pour les aider à lister l'ensemble des tests, des caractéristiques qui sont ultra importantes pour que le textile passe tous les affres de sa vie. Mais c'est vrai qu'un cahier des charges, c'est... par exemple, on parlait de la couleur, donc la solidité de la couleur au lavage. Donc c'est qu'est-ce que l'on veut mesurer, comment on va le mesurer, une norme, et qu'est-ce qu'on attend. Donc il faut donner une valeur. On dit, je dis n'importe quoi, en dessous d'un 3 sur une échelle de 5, mon produit n'est pas conforme. Et c'est là où il est extrêmement important que les marques, que leurs fournisseurs, que leurs partenaires, que tout le monde valide. Parce qu'on peut écrire n'importe quoi, mais si derrière, dans l'univers du textile, on n'y arrive pas, et des fois, on le sait qu'on n'y arrive pas. Négociation. Hein. Il faut l'écrire, il faut le signer, il faut s'engager. Et ça, c'est pas toujours très simple. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution positive sur ces engagements? Oui. Par la pression du marché ou la pression politique? Il y a une vraie évolution positive, oui.
Est-ce que dans le bâtiment et les travaux publics, si tant est que vous soyez le représentant à l'instant, n'est-ce pas, du bâtiment et des travaux publics, il y a des exigences particulières, vous savez, c'est plus de l'entretien, mais je veux dire, bon, les effluents éventuels, n'est-ce pas, liés aux matières qui ont été employées pour constituer les sols, les parois textiles, comme la peinture aujourd'hui doit répondre Exactement. à certaines, voilà. Oui. Est-ce que il y a des cahiers des charges qui vous sont imposés par des maîtres d'ouvrage à vous-même quand vous devez vous-même décrire la composition de vos matériaux textiles employés? Oui, alors en effet, c'est une très bonne question parce que finalement, dans mon domaine, c'est pas tellement la question de l'entretien qui se pose, c'est plutôt, alors c'est de plus en plus les questions sur l'absorption acoustique, en ce qui me concerne, parce que j'ai des produits qui vont dans ce sens-là, donc j'ai aussi cette demande-là qui vient vers moi. Donc, on a besoin des matériaux qui sont de plus en plus absorbants pour apporter du confort acoustique, qu'on appelle isolation et que je corrige sans cesse en confort acoustique. Et il y a aussi de plus en plus des demandes tendant vers justement l'écologie et le bien-être à l'intérieur en termes de COV et de dégagement de COV par rapport aux matériaux. Donc il y a des questions. Alors, ce n'est pas tellement des cahiers des charges, c'est des questions parce que c'est tout nouveau. Ça arrive de la même préoccupation, je peux dire, environnementale, pour faire très Exactement, court. oui. Environnemental, à la fois réellement pour la santé, donc en ce qui concerne les COV, mais aussi pour le bien-être et l'impression de bien-être et la diminution de fatigue psychologique ou même physique dans un environnement sonore où il y a beaucoup de passages, de va-et-vient. Oui. Donc ce n'est pas des cahiers des charges, c'est des questions qu'on nous pose et que finalement, pour l'instant, il semblerait que de notre côté, on est un peu plus compétent pour répondre que le client qui nous donnerait un cahier des charges et il faudrait qu'on s'y plie. C'est confiance aux professionnels, comme toujours. Oui. Mais il est clair que le cahier des charges est important, mais il y a aussi l'information qu'on donne aux consommateurs à la fin. Et c'est là où, en effet, les instituts ont leur importance. Quand je nettoie un rideau de 2 mètres qui est affleurant au carrelage et que je rends au client, il manque 10 cm, le client revient et me dit « vous me remboursez le rideau », je demande la facture et tout en bas, en tout petit, il est marqué retrait potentiel 8%. Donc là, on est à 5%, donc le fabricant me dit « bah non, nous on a fait ce qu'il fallait ». Et puis moi, j'ai le client en face de moi qui lui fait des bons parce que son rideau, pour lui, il estime qu'il est mort. Donc c'est là aussi on a ce besoin d'information auprès du client, l'informer pour qu'il soit au courant que potentiellement il y a ça. Donc nous, on prend les garanties parce que comme nous, on est tout à la fin, le client, c'est chez nous qui retrouve le problème et il estime que c'est nous qui avons mal fait le travail. Donc c'est là où on a besoin de ces discussions. Et encore, il y a des moments où il n'y a rien du tout décrit sur la facture et on se retourne même y compris vers les personnes des fabricants de rideaux pour dire ben voilà, quelles étaient votre norme à vous, quel était votre cahier des charges. Sauf qu'encore une fois, le client n'est pas au courant, lui. Ajouter quelque chose? Non, enfin, c'est parce qu'on parlait de la formation du client. Peut-être que quelqu'un autour de la prestigieuse enceinte de cet après-midi a des questions à poser. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos intervenants multiples, n'est-ce pas, sur les questions d'entretien? Est-ce qu'il y a une question? Vous qui posiez les questions ce matin, vous avez une question? Non, tout va bien? Messieurs, mesdames, est-ce qu'il y a une question? Pas de question. Vous, le spécialiste là, de l'entretien, pas de question non plus? Parce que monsieur s'occupe du salon Jet Expo et tout. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, donc il est presque 4h30, est-ce que vous avez un élément que vous aimeriez ajouter? Parce que clairement, n'est-ce pas, on comprend qu'il y a information du consommateur, on comprend que toute la filière est dans une obligation de solidarité sur cette question, si je puis dire, de l'extrême amont, selon l'expression que j'ai employée, c'est-à-dire dans le choix des fibres, le choix des colorants, bref, toutes les résistances aux transformations dont vous avez parlé tout à l'heure, les recherches du côté des solvants. J'ai quand même l'impression, et j'espère qu'on peut le dire, bon, il y a des demandes de tous les côtés, me semble-t-il, qu'entre les exigences du consommateur, les obligations socio-environnementales, je vous en prie, on est sur des voies, me semble-t-il, vertueuses. Je crois que c'est en ça qu'il y a cette éco-responsabilité, pas de bio absolu, mais une éco-responsabilité vers laquelle on tend tous. Oui, pardon. Oui, je voulais juste finir peut-être par un chiffre, c'est que en fait, dans la durée de vie d'un produit, quand même, il y a entre 30 et 40%, donc les chiffres diffèrent un petit peu, c'est l'entretien du textile au niveau impact environnemental. C'est un chiffre majeur, à tout point de vue, ouais. en termes d'impact environnemental et au regard de ce qui est aujourd'hui une consommation dite raisonnée. C'est-à-dire, bon, on va continuer bien sûr à acheter de la mode, il faut que le désir soit là, et le désir est là, bien évidemment. Vous en parlez donc demain entre vous, mais il est vrai que ça c'est un point très important.
Aujourd'hui, on pense à une consommation plus raisonnée, c'est-à-dire faire mieux vivre ses vêtements, demain les échanger, les revendre, puisque dans le monde de la mode, il se passe quelque chose d'assez fort aujourd'hui, n'est-ce pas? D'où l'intérêt d'ailleurs de bien entretenir, j'imagine, les textiles que l'on va revendre demain. C'est là où, en effet, au niveau professionnel, on a forcément des impacts moins violents sur le vêtement lui-même. Donc forcément, on va avoir des vêtements qui vont durer plus longtemps. Et le fait de permettre à un vêtement de durer plus longtemps en le lavant correctement, en le nettoyant correctement, c'est toujours un vêtement en moins qui a été créé. Donc certes, ça a un impact important sur l'environnement, la partie entretien, mais plus on le durera, moins on aura besoin d'acheter un nouveau vêtement. Donc c'est là où, en effet, cette partie-là est importante. Et alors après, il faudrait regarder si on tient en compte, dans ce cas-là, du lavage de la maison et de l'entretien professionnel. On prend en compte tout, oui, tout à fait. L'impact environnemental, c'est à peu près entre 30 et 40% de sa durée de vie. Et c'est là où, quand on étudie... Et on prend, oui, parce que l'ADEME dit 30, voilà. On va plutôt dire 40, mais bon, voilà, entre 30 ça dépend et énormément 35, des études, de qui les a faites. Ça fait déjà beaucoup, je pense, même quand on prend et ce donc, pourcentage. plus on va nettoyer, donc ça dépend de ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, de qu'est-ce qu'on compare en fait, combien de temps on va entretenir ce textile. Plus on va l'entretenir, plus le poids de l'entretien va être important. Forcément, ça c'est un petit peu intuitif. Ce qui ne veut pas dire qu'il vaut mieux le jeter pour en racheter un autre. N'en déplaise à l'IFTH. C'est là où nous, on a vu cette évolution. Et c'est pour ça que le métier du pressing peut avoir quelques difficultés à certains moments, puisque aujourd'hui, on était à une époque où on achetait un manteau qu'on gardait pendant 10 ans, 15 ans, qu'on faisait nettoyer chaque année. Et là, le pressing était très content, ça marchait bien. Et à une époque, alors c'est en train de changer maintenant, heureusement, où on n'était plus sur l'utilisation d'un vêtement jetable. On l'achetait pendant une année à un prix bien inférieur que le vêtement de grande qualité qu'on avait pu prendre avant. Et au bout d'une année, on le jetait pour prendre un autre vêtement. Et là, on était vraiment dans du jetable. Donc là, certes, le coût de l'entretien au niveau écologique est nul puisqu'il n'a pas été nettoyé une seule fois. Par contre, le vêtement, au lieu de l'avoir gardé pendant 15 ans, on en a acheté 15. Donc c'est là où, en effet, plus on nettoie, plus l'impact environnemental de l'entretien va entrer dedans, mais plus il aura été entretenu, moins on aura créé de vêtements à côté et fabriqué de pollution dans le cadre de la création. Ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'en fait, le consommateur devient vraiment acteur de son vêtement également aussi. On parle toujours beaucoup du sourcing, de la production, de la fabrication, mais le consommateur est quand même si on prend juste un tiers du circuit, c'est déjà quand même beaucoup, voilà, qu'on donne au consommateur en fait. Et là, il faut alors en fait, c'est un petit peu l'objectif du coffret aussi quand on les informe. On l'informe en fait sur les différentes habitudes qu'il peut mettre en place aussi tout au cours de la vie de son vêtement ou de ses vêtements. C'est-à-dire repasser moins souvent, laver moins souvent. Cette notion de conserver dans le domaine du cuir, c'est vraiment flagrant ces dernières années. Parce qu'en fait, les gens ont pris conscience qu'ils achetaient quand même un article qui était fait pour durer. Du cuir, c'est une matière. Et qu'effectivement, on voit bien que là, ils les font durer. Et c'est très bien. Et c'est là où nous aussi, on a... Oui, c'est renouvelable. Et le cuir, la fourrure, ce sont des matières renouvelables. Exactement. On peut même transformer. Enfin, il y a plein de possibilités. Et c'est là où nous, aujourd'hui, on a même aussi cette façon d'éduquer aussi nos clients en leur expliquant, quand vous achetez un vêtement, s'il est marqué sur l'étiquette « ne pas laver », nous, on ne peut rien y faire. Et ce n'est pas nous qui l'avons acheté, on ne vous a pas obligé à l'acheter. C'est vous qui avez fait le choix d'acheter ce vêtement, certes parce qu'il est très joli, qui vous correspond, mais qui est totalement non lavable. Donc, on les éduque au fur et à mesure en leur expliquant. Il vaut mieux les éduquer parce que ce sera toujours la faute du dernier de la chaîne. Tout à fait. Et c'est souvent nous. Absolument. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, j'avais juste une question à poser par rapport aux étiquettes, les nouvelles étiquettes depuis quelques années. Donc moi jusqu'ici, je me retourne vers vous parce que vous avez l'air d'être l'interface avec les marques par rapport à ça. Non, mais l'interface avec les marques. Parce que jusque-là, moi, je n'ai jamais eu de problème d'entretien de mes vêtements parce que je lis scrupuleusement le mode d'entretien, je connais la matière, voilà. Mais maintenant, je remarque qu'on a 3 étiquettes qui font 15 cm de long dans une matière qui gratte, qui est très désagréable. Au bout de 3 fois, on s'énerve et on coupe tout. Enfin, je suis la première. Et donc, j'essaie de me retenir en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on est passé des toutes petites étiquettes en tissu à une matière qui est proche du papier, à 15 cm de longueur, x3. Il y a différentes raisons pour ça, en fait. Bon, le coffret, ça existe depuis une 50aine d'années à peu près. On a effectivement créé ces symboles d'entretien pour éviter de devoir marquer lavage à 30 degrés, etc. Le souci, c'est qu'au niveau international, puisqu'on est quand même sur un monde international, le vêtement va bouger dans plusieurs pays.
Il y a aujourd'hui encore un pays qui demande, parce qu'on est vraiment confronté à ça dernièrement, il y a un pays encore dans le monde qui demande d'écrire en toutes lettres les symboles, enfin ce que veulent dire les symboles d'entretien, c'est l'Australie, parce que leur standard est comme ça. On parlait de standards, il y a 3-4 standards dans le monde encore aujourd'hui. Les États-Unis, l'Europe avec l'ISO qui devient de plus en plus global, on va dire, on l'espère en tout cas. Il y a la Corée encore, et puis il y a l'Australie qui demande d'écrire. Donc quand on a des sociétés comme, bon, sans les nommer, hein, la grande distribution, H&M, Uniqlo, etc., ils sont sur plus de 50 pays différents. Donc ils vont utiliser les symboles d'entretien parce qu'ils estiment que le consommateur commence à bien les comprendre. On essaye en tout cas. Quand ils vont avoir l'Australie dans la liste de leur pays, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? C'est mettre lavage à 30 degrés et les autres. Et ça, obligatoirement, ils vont le mettre en anglais, évidemment. Et ça, quand cette étiquette va aller dans les autres pays exigent que tout soit dans la langue du pays. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, il faut peut-être créer des petits livrets. Je veux dire, il faut faire bosser les designers sur la question, faire un petit livret avec le visuel du vêtement et qu'on archive. Voilà, donc on peut avoir une bibliothèque de modes d'entretien pour ces vêtements avec le visuel. Voilà. Parce que là, c'est vraiment le second élément, c'est qu'il y a des réglementations par pays. La Chine va demander des informations complémentaires aux États-Unis, etc. Donc, c'est des petits livrets. Donc, ça augmente encore les informations si ces pays-là sont dans votre liste de pays. Et puis, il y a également aussi les mentions, laver avec les couleurs, etc. Donc, vous mettez avec les couleurs semblables, eh bien, vous allez devoir le traduire dans tous les pays de votre liste d'exportation. Et le dernier point, c'est que tous les pays souhaitent que tout soit écrit. Et on ne peut pas faire de QR code ou de choses comme ça, ou de puces RFID, parce que bon, on a effectivement toutes ces solutions possibles, mais on ne peut pas parce que le consommateur doit pouvoir voir au moment de son achat. Voilà. Oui, parce que la notice ne suffirait pas, n'est-ce pas? Mais où est-ce que vous la mettriez, la exactement, notice? voilà. Alors, si, ça peut et aujourd'hui, il y a encore des lois qui arrivent et qui veulent encore mettre des choses sur les étiquettes. L'épingle à nourrice. Les gens ne liront pas. Si ce n'est pas attaché aux vêtements, ils auront perdu la notice, ils la détruiront. Par exemple. S'il y a le consommateur qui s'intéresse, le consommateur qui s'informe, celui qui ne lit rien. N'est-ce pas? Ceux qui disent, je veux dire, la composition du produit alimentaire qu'ils ont acheté, qui lisent la notice dans le médicament, dans une boîte de médicaments, qui lisent ou qui ne lisent pas les conditions d'utilisation de la lessive quand on voit un paquet lessive. Il y a ceux qui lisent, ceux qui ne lisent pas. Je pense. D'ailleurs, ils n'ont qu'à tous aller chez les professionnels. C'est la bonne solution. Voilà. Oui, mais s'il n'y a pas l'étiquette dessus, c'est pareil. Mais s'il n'y a pas l'étiquette, il sait tout, le professionnel. C'est là où il faut absolument qu'on ait la totalité et que l'information suive pendant toute la durée du vêtement. Donc une notice ou un document joint à côté fait que ça se perdra en cours de route et qu'on l'aurait pu. Donc c'est là le problème. Mais nous, aujourd'hui, c'est ça. Dans les pressings, on a une obligation de moyens. On doit faire le maximum pour y arriver en cohérence avec l'étiquette. Donc c'est là où si l'étiquette n'est pas cohérente, on a en effet des fois des traductions qui ont été faites automatiquement et qui sont totalement incompréhensibles, ce qui fait qu'il vaut mieux reprendre la version anglaise, la retraduire plutôt que de lire la version française, parce qu'à des moments ça ne veut plus rien dire du tout. On a certains qui en profitent pour passer des petits moments aussi d'humour et qui rajoutent des lignes sur des étiquettes en mettant des choses originales ou pas. Mais c'est là où en effet, la première chose qu'on fait, plus c'est long, c'est de la couper, et derrière, nous, on ne sait plus comment intervenir. Est-ce que j'ai répondu à votre question pour les étiquettes? Vous avez, je pense, non, mais je trouve que c'est vraiment problématique, surtout si on veut que le vêtement puisse avoir une deuxième vie, que ça soit repassé, que ça soit revendu. Ce qu'on essaye, nous, de faire au niveau de Cofred, c'est accompagner les marques, justement, à essayer de définir des territoires de pays pour pouvoir réduire à ce moment-là l'information sur l'étiquette. Mais il ne faut pas que ce produit-là soit en stock aux États-Unis et puis il passe au Japon ou en Chine. Ou alors, je ne sais pas, des étiquettes qui ne gênent pas, qui ne grattent pas, qui soient sur une matière... parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a l'embarras du choix au niveau des matières qui soient très Oui, on fait certainement l'étiquette la moins onéreuse, parce que ces étiquettes auxquelles vous faites allusion, c'est sur des produits d'entrée de gamme ou moyenne gamme. On est bien clair, parce que sur d'autres marques dites de luxe, en élévation de prix, bien évidemment.
Bref, il y a 1000 questions à se poser. Moi, je vous remercie énormément, mesdames, n'est-ce pas? Je ne vais pas toutes vous nommer parce qu'on est très nombreux. Et vous, messieurs, d'être venus échanger entre vous, discuter. Un grand bravo. Je le disais tout à l'heure, mais j'en suis intimement convaincu. C'est pour ça qu'on est ravis de vous recevoir sur la plateforme, enfin, sur cette table ronde qui est relayée, comme vous le savez, sur tous nos réseaux sociaux et qui servent à beaucoup de choses en communication, notamment au point de la presse. Donc, ravis de tous ces échanges, de ces points de vue éclairants, non seulement éclairants, mais engageants, mieux encore positifs. Donc bravo, merci.